Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission d'histoire médiévale aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être avec Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1. On a déjà eu l'occasion de discuter notamment pour les conseils de fin d'année que vous donnez dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la justice de Saint-Louis. La justice de Saint-Louis, c'est le titre du livre que vous co-signez aux éditions PUF. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références de l'émission sur le site parolehistoire.fr. Alors, je dis co-signé. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos trois co-auteurs en gros de la même génération, puisque vous avez soutenu vos thèses dans un laps de temps très, très proche. Qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver sur ces enjeux ? Alors les trois co-auteurs sont Pierre-Anne Forcadé, Vincent Martin et Lim Tuttle, qui en effet ont soutenu des thèses de doctorat sur tout ou partie de la justice de Saint-Louis à peu près à la même époque que la mienne, sans qu'on ne se connaisse nécessairement. Alors eux se connaissaient puisqu'ils sont tous trois historiens du droit, donc ils ont reçu la même formation, mais moi étant historienne, m'intéressant à l'histoire de la justice, pour autant je ne les avais pas rencontrés du temps du doctorat. Et donc ensuite on s'est lancé dans cette aventure collective d'écriture à quatre, ce qui n'est pas si fréquent, parce qu'il s'agit bel et bien d'une monographie. On a vraiment fait une œuvre de synthèse, mais on l'a écrite à quatre, donc c'était formidable. Et puis ça nous a permis justement d'échanger sur nos méthodes respectives et sur nos disciplines respectives qui en fait ne fonctionnent pas exactement pareil. Donc c'était vraiment un beau pari. Alors je vais justement vous demander, est-ce qu'il y a des incompatibilités, des incompréhensions parfois entre historiens et historiens du droit ? Disons que la principale différence que nous avons pu observer au cours de nos discussions, c'est par exemple la question de la quantification. Nous autres historiens, nous aimons beaucoup quantifier, faire des beaux graphiques, faire des cartes. Ça nous permet, si on ne pense pas avec l'espace, on est quand même, pour la plupart d'entre nous, on a eu des concours d'historiens et géographes. Ça nous paraît complètement peu naturel. Pareil pour la quantification, alors que nos collègues historiens du droit ont véritablement cette aptitude à pouvoir repérer dans n'importe quel document, n'importe quelle référence juridique au code justinien, par exemple. Enfin, on voit qu'ils ont vraiment une connaissance du droit et une manière aussi d'expliquer le monde qui passe plus peut-être par une forme de description très précise des différents cas qui peuvent se produire. Donc, c'était vraiment très riche puisque j'ai beaucoup appris d'eux et je ne suis pas sûre qu'ils aient appris de moi, mais en tout cas, on a collaboré ensemble, c'était formidable. Alors moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et si je commence tout de suite avec un des éléments qui sont peut-être une des conclusions du livre, mais c'est aussi la démarche du livre que j'aimerais souligner. Et d'ailleurs ça m'a surpris parce que moi, peut-être avec des idées reçues sur les historiens du droit, je pensais avoir quelque chose à la fois de relativement abstrait, formel et puis du point de vue des institutions. Il y a beaucoup d'insistance dans le livre sur le fait que c'est une justice, celle de Saint-Louis, qui est co-construite avec les justiciables, que finalement c'est pas une vision d'en haut depuis le palais royal et puis on se désintéresse de la manière dont ça s'applique, mais au contraire, vous vous interrogez beaucoup, les quatre, sur comment ça marche et comment le roi, finalement, il tient compte du royaume. Exactement, en fait, l'image, c'est vraiment celle de la co-construction. Il n'y a pas de justice sans justiciable, comme il n'y a pas de médecine sans malade. C'est ce qu'on écrit d'ailleurs dans la conclusion. Et précisément, ce qu'on a essayé de démontrer dans ce livre, c'est qu'au XIIIe siècle, bien entendu, le roi de France est loin d'être le seul justicier du royaume de France. Il doit compter également il doit faire face aux justices urbaines, aux justices ecclésiastiques, aux justices seigneuriales. N'importe quel seigneur a des droits de justice, a une juridiction. Et d'une certaine manière, tout l'enjeu, c'est d'essayer de convaincre les sujets qui sont des consommateurs de justice, c'est Dan Smail qui les décrivait ainsi, qu'ils ferait mieux d'en appeler à la justice royale. Parce Donc, dans leur shopping judiciaire, il vaut mieux passer par la justice du roi, elle sera meilleure. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'essaye de démontrer Saint-Louis et son gouvernement à l'époque, c'est que sa justice est plus équitable, plus professionnelle, plus juste en somme. Et donc, il y a une forme de compétition, mais pas d'affirmation
frontale, comme on l'a souvent dit. On avait l'impression que la justice royale était un espèce de rouleau compresseur qui allait progressivement s'imposer face aux autres justices. Ici, on montre que ça ne marche pas si les sujets ne font pas recours à la justice du roi, ce qu'il parvient à faire par le biais des grandes enquêtes que j'avais pu organiser. Il envoie des enquêteurs qui sont chargés de collecter des plaintes à l'égard de l'administration royale, donc il organise des recours, et ensuite ces recours sont organisés par une autre institution, qui est vraiment le gros héritage du règne de Louis IX, le Parlement de Paris, qui à son tour va canaliser des appels et des recours. Donc véritablement, pas de justice rendue sous le chêne s'il n'y a pas de justiciables qui viennent saisir le roi. Et véritablement, il y a une entreprise de captation des justiciables, qui est aussi une entreprise de suggestion, puisqu'il s'agit de convaincre aussi les sujets du royaume qu'ils sont les sujets du roi de France, ce qui n'est pas tout à fait garanti au XIIIe siècle. Alors on va revenir sur ces différents aspects, notamment cette jeunesse du Parlement, mais vous avez cité ce chêne, et c'est le sous-titre du livre, Dans l'ombre du chêne, et du coup c'est aussi par ça que s'ouvre le livre, par une réflexion sur un passage de Joinville, l'ami du roi, qui raconte de quelle manière Saint-Louis rendait justice sous le chêne de Vincennes, mais aussi à Paris, au marché en quelque sorte. Et c'est un passage très intéressant que vous décortiquez pour montrer que ça joue un rôle justement dans cette séduction de la justice royale. Si la justice royale doit séduire, il faut que le roi se montre accessible aux justiciables. Et ce passage qui a été tant repris par l'iconographie, notamment Troisième République, du roi sous son chêne, quel est son sens médiéval original ? Ce qui est intéressant justement, c'est que l'iconographie du chêne de Vincennes, qui a été popularisée notamment par les manuels de la Troisième République, est un contresens total par rapport à l'anecdote qu'essaye de raconter Joinville dans sa vie de Saint-Louis. Puisque généralement, Saint-Louis est sous un chêne, certes, donc en extérieur, mais assis sur un trône, c'est-à-dire en hauteur par rapport aux justiciables. Alors que Joinville organise son anecdote en 2 temps. Il y a le temps du chêne, et la justice a bel et bien été rendue sous des chênes. L'arbre est un lieu de justice jusqu'à l'époque moderne. Et de l'autre, il y a les jardins de Paris, les jardins du Palais de la Cité, où Saint-Louis est assis pour rendre la justice sur le sol, sur des tapis avec sa cour. Et donc, il n'y a pas de trône. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'anecdote de Joinville, c'est qu'il essaye de montrer un justicier qui n'est pas en majesté, ce qui est la figure ordinaire du justicier, mais un justicier qui rend la justice à même le sol. Et d'ailleurs, le pape Boniface VIII, au moment du serment de canonisation, va garder cette image. Il ne garde pas le chêne, qui est consensuel pour les médiévaux, mais par contre, il est frappé par le fait que Louis IX installait son lit de justice à même le sol. Et ce que montre Joinville dans cet exemplum, c'est dans cette anecdote, donc, c'est une manière de dire que on a un roi d'humilité et on a un roi qui essaye de se rendre accessible. Il n'est pas surplombant. Et comme les moines et les frères s'assoient au sol, c'est le roi qui s'assoit au sol. Donc il y a véritablement là une charge extrêmement disruptive, qui a été retenue d'ailleurs par sa canonisation, mais qui fait qu'on fait un contresens total, parce que si on installe Saint-Louis sous un chêne, mais sur un trône, on dit que la justice, c'est une prérogative naturelle, organique du pouvoir royal, mais on dit aussi que c'est une prérogative souveraine, et ce qui n'est pas du tout le cas de la justice au XIIIe siècle. Je l'ai dit, il y a une myriade de justiciers dans le royaume de France, et simplement le roi essaye de montrer qu'il est plus accessible et qu'il est capable de se rendre accessible pour juger tout type de litige, y compris sur un tapis ou sous un chêne. Oui, je cite un des passages clés de Joinville. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et alors il leur demandait de sa propre bouche, y a-t-il ici quelqu'un qui est sa partie, sans empêchement de sa propre bouche, ça veut dire que c'est un roi sans intermédiaire. Exactement. L'empêchement d'huissier, c'est que c'est une justice ici qu'on peut saisir directement, sans avoir à rentrer dans le palais et passer par la porte, et donc l'huissier. Je me suis demandé au passage, c'est pas le sujet du livre, mais dans quelle mesure cette iconographie de la Troisième République, elle n'a pas aussi pour but de réhabiliter une justice royale lointaine, par opposition à celle qu'on condamne plus, qui est la justice de l'Ancien Régime, type lettre de cachet, la bonne justice médiévale contre la mauvaise justice du Second Empire ou des rois absolus. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui joue. C'est intéressant, c'est que la figure de Saint-Louis, elle a été revendiquée par les républicains et par les monarchistes pour ce qui est du
thème de la justice. Alors bien entendu, les républicains ne se réclamaient pas de Saint-Louis pour d'autres thèmes, mais pour ce qui est de la justice, ça paraissait véritablement quelque chose qui pouvait être récupéré par le nouveau régime, y compris pour se réconcilier avec l'ancienne France en reprenant certains symboles qui pouvaient faire consensus et pour les monarchistes et pour les républicains. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans la galerie de la Cour de cassation, la galerie Saint-Louis, qui porte encore le nom de Saint-Louis, trône en majesté, donc encore une erreur de lecture, une statue de Saint-Louis sous son chêne. Et celle-ci, elle a été en fait commandée à la toute fin en fait de la monarchie, de l'époque monarchique, et inaugurée par la toute jeune République, qui n'a pas jugé bon de refaire un nouveau programme iconographique pour la galerie Saint-Louis, s'accommodant très bien de ce symbole. En parlant d'iconographie, c'est aussi à partir de Saint-Louis que naît, entre guillemets, ce qui sera connu plus tard sous l'appellation la main de justice, mais ça ne s'appelle pas encore comme ça au XIIIe siècle, mais c'est déjà cet objet que le roi tient sur son sceau, tient sur toute une série de représentations qui indiquent qu'il a un rôle justicier éminent. Oui, tout à fait. Alors ici, sur la couverture, comme on peut le voir, comme on a trouvé que ce chêne avait véritablement caché l'exercice concret et pratique de la justice de Saint-Louis, on a tenu à mettre une gravure, qui est la première gravure du chêne qui a été faite par Lebrun au XVIIIe siècle. Mais on l'a cachée la gravure du chêne à l'intérieur, voilà. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le chêne qui est dans l'ombre. Et sur la couverture, on a mis un Saint-Louis avec sa main de justice, qui est en fait un Saint-Louis dont on a beaucoup dit dans cette iconographie que c'était aussi le roi mendiant. On le voit, il est un peu barbu, il est humble. Donc ça correspondait mieux finalement à l'image que Louis IX lui-même essayait de donner de sa justice. Et pour ce qui est de la main de justice, la recherche progresse vite. Et si c'était à refaire, nous réécririons le paragraphe puisque Elisabeth Schmitt a fait sortir un très bel article sur la main de justice dans la revue historique. Et elle a réussi à démontrer qu'en fait, au XIIIe siècle, c'est encore le bâton à bénir. Donc en fait, c'est surtout une main qui est en train de bénir que tend le roi. Donc c'est la dimension sacrale de son pouvoir. Mais progressivement, en effet, ce régalia va prendre le terme de main de justice parce que se développe une pratique justicière qui est celle de la possibilité par le roi de mettre sous séquestre des biens. Et dans ces cas-là, on parle de la main de justice également. Le roi met sa main sur les biens. Donc voilà. Il n'empêche que pour l'imaginaire, ça reste la main de justice, puisque c'est attesté à partir du XIVe siècle plutôt. Sachant que ces régalia, les attributs royaux, notamment montrés au moment du sacre, beaucoup on traite d'une manière ou d'une autre à la justice, y compris l'épée. L'épée, c'est pas simplement l'épée du souverain pour faire la guerre, c'est aussi l'épée pour rendre la justice. Exactement, c'est-à-dire que le roi d'Ancien Régime, d'une certaine manière, le roi médiéval est avant tout un justicier. C'est ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est qu'on a longtemps, après Jean-Philippe Genet, travaillé sur la genèse de l'État moderne, la construction étatique comme reposant sur la guerre, le fait que le roi progressivement va disposer d'une armée propre, sur l'impôt, la fiscalité. Eh bien, il y a aussi la justice qui, pour nous, est une troisième voie de la construction étatique. C'est aussi un des grands parties de cet ouvrage. Vous montrez donc que Saint-Louis, on va en reparler, il tient une place charnière entre des conceptions antérieures de la justice et puis une pratique de la justice qui s'étend, se déploie, se territorialise d'une manière différente. Il est l'héritier, évidemment, de beaucoup de pensées antérieures de ce que doit être un roi justicier. Vous citez notamment un passage de Saint-Augustin. « Une fois la justice écartée, que sont les royaumes sinon de vastes brigandages ?» Et après Saint-Augustin, il y a évidemment toute une série de commentateurs, de pères de l'Église qui vont aller dans ce sens. Autrement dit, c'est pas une nouveauté sous Saint-Louis que la justice fasse partie de la définition même d'un roi et d'un bon roi. Au contraire, alors dans cet ouvrage, on a essayé de faire une véritable synthèse en se posant d'une certaine manière la question à chaque thème. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est propre à ce règne-là ou est-ce que c'est hérité? Et pour ce qui est de l'idéologie et pour finalement l'idéologie qui justifie le pouvoir justicier du roi de France, on est véritablement dans la permanence, c'est-à-dire que Louis IX va s'appuyer sur un héritage qui est un héritage carolingien, comme il le fait à Saint-Denis, quand il réorganise la nécropole
nécropole royale avec des gisants tous identiques des Mérovingiens jusqu'aux Capétiens. Il y a véritablement cette volonté de montrer que en fait, les Capétiens s'inscrivent dans une tradition et donc au moment du sacre, le roi se retrouve à prononcer les mêmes paroles qui font de la justice un débitum. Un débitum, c'est à la fois un devoir, mais aussi une dette qu'il contracte à l'égard de ses sujets au moment du sacre. Avec une tension malgré tout dans tous les textes qui définissent quelle doit être la mission du roi, quelle doit être sa fonction justicière. Il y a beaucoup de clercs évidemment qui construisent cette image. Il y a une tension et une sorte de plasticité dans ces discours parce que d'un côté on peut avoir un roi qui fait preuve de mansuétude, de miséricorde, mais il faut aussi qu'il soit rigoureux pour châtier les hérétiques, les pécheurs, les malfaiteurs. Donc on sent que c'est une justice qui peut être à double tranchant et qu'on peut aller puiser finalement dans tout un répertoire de conceptions. Suivant les besoins du moment, on peut être extrêmement sévère ou au contraire miséricordieux. Finalement, il y a ces deux faces d'une même pièce. Exactement, et d'ailleurs c'est bien l'image que donnent finalement les hagiographes de Saint-Louis dans le cadre de son projet de canonisation. C'est un roi qui juge lui-même dans certaines circonstances et qui fait soit preuve de trop de sévérité, quand il brûle par exemple la bouche et la langue d'un blasphémateur, on dépasse véritablement même ce que demandait le pape à l'époque, ou parfois il fait preuve d'une mansuétude qui véritablement surprend ses contemporains, mais c'est vraiment les deux pans du pouvoir royal, la grâce qu'avait bien mis en valeur Claude Gauvard dans toutes ses recherches, mais aussi la possibilité de frapper et de frapper fort, la force. C'est vraiment les deux pans qui sont les deux faces complémentaires d'une médaille. Est-ce que c'est pas finalement l'un des ressorts du pouvoir que de pouvoir disposer des deux et que ce soit jamais lisible à l'avance, que finalement on puisse toujours basculer d'un registre à l'autre et finalement c'est ce qui rend aussi le pouvoir souverain et imprévisible parce qu'il peut alterner la grâce et la punition. Exactement. C'est-à-dire que dans le cas de Saint-Louis, la punition s'abat sur certains publics qui sont quand même bien identifiés, les blasphémateurs, les prostituées, les juifs. Donc là, de ce côté-là, en effet, les choses vont... La colère royale va pouvoir tomber de manière beaucoup plus ferme. Et puis, de l'autre côté, pour les sujets qui sont des bons chrétiens, ils peuvent s'attendre et qui sont des bons sujets, surtout, on peut s'attendre à une mansuétude plus grande. Parce que pour pouvoir convaincre les sujets d'en appeler à la justice royale, on se rend compte que cette justice royale a essayé d'être justement plus gracieuse que les autres justices, c'est-à-dire qu'on obtenait plus facilement gain de cause ou les peines étaient moins sévères. La peine capitale, par exemple, était moins couramment donnée à la cour du roi de France que dans des cours seigneuriales. Donc tout cela aussi, ça fait partie de cette manière qu'a eu le pouvoir royal capétien à compter notamment du XIIIe siècle de drainer vers lui les sujets du royaume de France et d'en faire ses justiciables. Alors il y a une affaire particulièrement importante qui est commentée depuis longtemps, mais vous la relisez un peu à la façon dont vous relisez l'épisode du Chêne, qui est l'affaire d'Enguerrand de Coucy, qui est ce grand seigneur condamné et en même temps condamné, mais pas avec la plus extrême sévérité. Vous montrez qu'il y a une ambiguïté dans la manière dont le roi se saisit de cette affaire. À la fois, il montre qu'il peut le punir, mais en même temps, il ne va pas jusqu'à outrepasser ce que serait sa fonction royale. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu qui c'était Enguerrand de Coucy? Pourquoi cette affaire a été si importante et si commentée par la suite? Alors, Enguerrand de Coucy, c'est un des grands barons du domaine royal, notamment si les auditeurs veulent aller visiter le château des Sires de Coucy. On peut encore le visiter en Picardie. C'est un énorme tas de pierres, puisque le donjon a été abattu par le pouvoir royal capétien. C'est vraiment un très gros tas de pierres, et si on n'a pas enlevé les pierres, c'est qu'on voulait montrer la puissance du pouvoir royal qui avait été capable de faire tomber le plus grand donjon, même plus gros et plus fort que les donjons des rois de France. Donc Enguerrand de Coucy, c'est un baron qu'on accuse d'avoir fait pendre 3 jeunes gens sur ses terres, et le roi de France aurait diligenté l'enquête contre lui et ensuite l'aurait menacé de pendaison. Il y a une très belle lecture qui a été faite de cet épisode par Dominique Barthélémy, qui est une lecture politique. Il parle de canicule politique et il montre que le roi est allé trop loin à ce moment-là et qu'il est obligé justement de rétrograder
puisque il ne peut pas faire pendre son baron. Et notre lecture va exactement dans le sens de celle de Dominique Barthélémy, mais elle l'enrichit de considérations juridiques, puisqu'en fait, ce qu'outrepasse ici Saint-Louis, c'est le propre droit qu'il a édicté. C'est-à-dire qu'à partir des années 1256, l'enquête devient véritablement, donc c'est la recherche de la vérité par l'interrogation de témoins, l'enquête. Ça devient la procédure que Louis IX impose dans ses cours de justice. Mais l'enquête ne peut pas punir un prévenu dans sa chair s'il n'a pas consenti au préalable à l'enquête. Et là, il va trop loin, il va trop fort. Il essaye de voir si, justement, il peut pousser le droit qu'il vient d'édicter jusqu'à appliquer une peine de mort par l'enquête à un baron. Et il est obligé de reculer. Donc, Enguerrand de Coucy est quand même puni de manière ferme et lourde. Il doit partir en pèlerinage en Terre Sainte, ce qu'il rachète pour une forte amende. Donc ici, le pouvoir royal recule, mais recule aussi parce qu'il a essayé justement d'imposer l'enquête, qui plus est à des barons. Et les barons, d'ailleurs, vont composer une chanson qui s'appelle « France, moult est ébahie ». « Oh, France, tu es totalement ébahie parce que tes barons sont traités comme des cuverts, c'est-à-dire des colverts, des cerfs, puisqu'ils sont désormais jugés par enquête. » Alors, est-ce qu'on peut penser que ça a pu avoir... Alors, les barons, on comprend bien qu'ils soient très choqués, mais est-ce qu'on peut penser qu'à l'inverse, ça a pu avoir un effet, justement, de populariser la justice royale, de voir qu'un baron passait en jugement devant le roi ? C'est possible. Après, les échos qu'on peut avoir dans les chroniques de cet épisode sont plutôt négatifs. C'est-à-dire que là, on était du côté justement de la colère royale et de la perte de la tempérance royale. Mais par contre, ce qui a véritablement convaincu les sujets du royaume que l'enquête était une procédure équitable, puisqu'il ne suffisait d'avoir 2 personnes pour venir démontrer son fait. Désormais, il n'y avait plus besoin de recourir à l'ordalie ou au duel judiciaire ou à la guerre privée ou aller supplier l'évêque d'excommunier la personne qui avait commis un méfait à votre égard. Ce sont les grandes enquêtes de réparation que j'avais étudiées dans ma thèse, parce que pour la première fois, Louis IX envoie par tout son royaume des enquêteurs sur place. Donc en fait, les justiciables n'ont pas à se déplacer. Il faut imaginer que se déplacer, venir s'établir pour un temps à la cour du roi pour porter son affaire, ça coûte très cher. Je pense par exemple au cas de Tiburge, qui est seigneur, une femme, co-seigneur d'Alais avec le roi de France, qui vient à 2 reprises à la cour du roi pour plaider sa cause en 1240. La première fois, ça lui coûte 400 livres et la seconde fois, 500 livres pour 2 mois de présence. Donc, on voit bien que le fait d'envoyer des enquêteurs en région, on dirait aujourd'hui, permet de rapprocher le justiciable, de lui éviter ces frais-là. Et puis, dans ces enquêtes, on recourt à une procédure sommaire qui dispense d'engager procureurs et avocats qui, eux aussi, coûtent fort cher. Alors sur cette dimension spatiale, c'est un enjeu vraiment fondamental, vous y insistez, parce qu'on perd parfois de vue le fait que Saint-Louis hérite d'un royaume dont la dimension a pratiquement doublé en quelques décennies. Et du coup, la justice du roi, elle a besoin spatialement de s'affirmer, en particulier dans la moitié sud du royaume, voilà, qui a été rejointe en grande partie par la force, mais aussi dans beaucoup de régions dans lesquelles des vassaux sont plus ou moins distants, réticents à reconnaître l'autorité royale. Donc ça veut dire que l'entreprise judiciaire de Saint-Louis, ou l'entreprise de justice de Saint-Louis, c'est aussi une entreprise de contrôle du territoire ou d'affirmation de la royauté sur son territoire. Tout à fait. Philippe Auguste porte bien son nom. Auguéré, c'est celui qui a augmenté la taille du domaine royal. Et Louis VIII, lui aussi, a rattaché ensuite. Donc Philippe Auguste, c'est l'Artois, la Normandie, par exemple, alors que Louis VIII, c'est plutôt le Languedoc. Donc véritablement, il y a un accroissement, il y a une crise de croissance du domaine royal à l'époque. Il y a aussi une rencontre de la diversité sociale, juridique, d'autres us, d'autres coutumes. Par exemple, dans le sud du royaume, on est plutôt sur des pays de droit écrit. Les pays du nord sont censés être les pays plutôt de coutumes, etc., etc. Donc il y a toute une diversité que le pouvoir royal doit réussir à cette époque-là à apprivoiser. Et pour ce faire, on voit véritablement un déploiement d'une justice ordinaire, c'est-à-dire que les baillis et les sénéchaux, qui sont une création de Philippe Auguste, vont progressivement se sédentariser au sein de juridictions qui bientôt deviennent
deviendront au siècle suivant de véritables territoires, des espaces bornés, alors que pour l'instant c'est plutôt des hommes qui ont charge d'autres hommes. Eh bien ces baillis et ces sénéchaux ont des pouvoirs militaires, politiques, mais aussi judiciaires, bien entendu. Ils sont chargés de rendre la justice quotidiennement pour le roi de France, d'organiser des assises. Donc ce sont déjà des nouveaux tribunaux qui viennent se substituer, ou en tout cas s'ajouter à ceux qui existaient déjà dans les différentes parties du royaume de France. Et puis il y a cette justice extraordinaire, celle des enquêtes dont je parlais, qui permet cette fois-ci, par le truchement des enquêteurs qui sont vraiment considérés comme un prolongement du corps du roi, de démultiplier de manière complètement ubiquiste la présence du roi sur 2 années, 1247-1248, au retour de la croisade sur des procédures beaucoup plus longues, et puis de nouveau avant le deuxième et dernier départ à la croisade de Louis IX en 1268-1269. Donc il y a véritablement une dimension territoriale à affronter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des enquêtes de réparation, on voit que dans les premières tournées, vers 1247-1248, on va s'appuyer sur le seul territoire qui peut être défini de territoire. Florian Mazel a bien montré que le diocèse, puisqu'il s'agit de ce territoire-là, devient véritablement un véritable territoire à compter du XIIIe siècle. Donc on convoque les gens au sein des diocèses. Ils savent qu'ils sont les habitants de tel ou tel diocèse, donc on peut les convoquer aisément ainsi. Mais au retour de la croisade, et jusque dans les dernières enquêtes, on essaye aussi de substituer au diocèse le cadre des prévôtés, des vicomtés, des bailliages, des sénéchaussées. Donc on voit aussi que cette entreprise de déploiement de la justice permet en effet une proto-territorialisation du pouvoir royal. Avec un paradoxe, et là j'aimerais être sûr d'avoir bien compris, c'est qu'il y a aussi un instrument central, pourrait-on dire, d'administration de la justice, qui est le Parlement de Paris, mais un Parlement de Paris qui naît, alors vous allez nous en parler, peut-être la naissance est difficile à dater, à retracer exactement, il n'est pas tout armé en tout cas en tant qu'institution définitive avec tous ses pouvoirs d'un seul coup, il naît progressivement, mais il naît à Paris comme siège du pouvoir royal, mais avec un ressort qui est celui potentiellement de tout le royaume, puisqu'il y a des enquêtes ou des questions, c'est une juridiction en fait, qui peut traiter d'affaires qui viennent de tout le royaume. Pierre-Anne Forcadé a magistralement reconstitué cette naissance du Parlement de Paris qu'on a souvent fixée à 1254, parce que 1254, c'était la date de départ des affaires compilées dans les Olim, qui sont les premiers registres du Parlement. Et lui, ce qu'il a réussi à montrer, c'est qu'il faut remonter bien en amont, peut-être dès la fin des années 1220-1230, où le Parlement de Paris est au début, d'ailleurs on ne parle même pas de Parlement de Paris, c'est le Parlement, puisque le Parlement se déplace avec le roi de France qui est encore itinérant à cette époque. Donc ce Parlement, c'est avant tout au début des conseillers que le roi va distinguer des autres en leur offrant un manteau, peut-être déjà un manteau paré d'hermine, comme le manteau des juges actuels. Et parce que justement la justice devient de plus en plus complexe, le droit romain est de nouveau utilisé par les laïcs et par la cour du roi. On a des solutions procédurales de plus en plus complexes, on a une professionnalisation, donc ce ne sont pas tous ces conseillers qui sont capables de rendre la justice. Donc on distingue cette capacité par un manteau, et en rendant des arrêts, c'est-à-dire en se prononçant sur des cas, une jurisprudence apparaît qui bientôt forme institution qu'on pourra formaliser sous le règne de Philippe III par une ordonnance qui régit une nouvelle institution dont on pourrait penser qu'elle naît à ce moment-là, alors qu'en fait elle est déjà là avant. Et c'est en parlementant qu'il devient parlement en quelque sorte. Exactement, c'est tout à fait ça. Et on observe qu'au début, les premiers litiges qui sont tranchés sont vraiment des litiges qui opposent le roi à ses sujets. Les enquêtes de réparation acculturent les sujets du royaume à penser qu'il est licite de porter plainte, y compris contre le roi de France en personne. Donc on voit de plus en plus d'affaires qui arrivent et qui sont des affaires qui opposent l'administration royale au roi. Et puis une fois que les sujets d'une certaine manière sont convaincus que la justice rendue au Parlement de Paris est juste, équitable, belle et bonne, eh bien le Parlement de Paris devient cour d'appel, c'est-à-dire la cour qui permet d'appeler de décisions rendues par d'autres justiciers. Et là, on est sur véritablement quelque chose d'essentiel, puisque l'appel permet véritablement de créer la supériorité de la Cour de justice royale par rapport aux autres,
puisqu'elle peut casser les décisions prises par d'autres cours de justice ou au contraire les confirmer. Mais c'est vraiment l'appel, c'est essentiel. Ça fait un petit peu penser à la façon dont la curie romaine va aussi réussir à monopoliser les litiges au sein du monde ecclésiastique à Rome et du coup renforcer la mainmise pontificale. On est dans cette même séquence de renforcement de certains pouvoirs par le droit et par cette capacité à trancher en dernière instance. J'ai été très surpris en lisant le livre de tous les passages sur les justiciables et notamment des justiciables qu'on ne s'attendrait pas à voir là, notamment la question du servage. Lorsqu'on pense aux serfs, on pense souvent à un statut un peu intermédiaire entre la liberté et l'esclavage, difficile à cerner parfaitement. Et là, on voit des serfs qui vont en justice, parfois contre leur seigneur, dont la parole peut être entendue. Et on a l'impression que, voilà, vous vous dites bien, il n'y a pas d'incapacité juridique. En tout cas, manifestement, il pourrait y en avoir en théorie. Mais très clairement, quand on voit autant de gens aller en justice, devant la justice du roi, il n'y en a pas. Donc, comment ça fonctionne, des serfs qui vont devant la justice du roi ? On s'est posé la question justement de... Pierre-Alain Forcadet avait démontré qu'il n'y avait aucun type de litige qui était exclu de la Cour du Parlement de Paris. Et on s'est demandé s'il y avait des individus qui, au contraire, l'étaient. Donc on a pris des cas qui nous paraissaient être ceux dont on pensait qu'ils avaient le moins de capacité judiciaire a priori. Donc les femmes, les juifs, les serfs. Les juifs, les serfs. Et en effet, les serfs, comme finalement les juifs, par exemple, sont au Parlement de Paris objet des litiges. On voit des seigneurs qui viennent se battre pour les droits qu'ils ont sur des juifs ou des serfs, mais on les voit aussi acteurs et notamment acteurs collectifs. C'est la formidable affaire des juifs d'Orly que l'on voit réussir à agir en justice pour défendre leurs droits pendant plusieurs années de rang face à de puissants évêques. Donc vraiment, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'agency, une agentivité des serfs en justice qui est impressionnante, même si, quand on prend le cas des juifs et des serfs, ils ne sont sans doute pas si nombreux que cela à la cour de Parlement, mais ils y sont. Ils y sont et ils agissent en tant que défendeurs, mais aussi en tant que porteurs d'une cause. Alors ils y sont contrairement aux pauvres, et là ça va un peu à l'encontre de certaines images royales. Un roi qui est humble, qui a l'imitation du Christ, peut laver les pieds des pauvres, vraiment pour montrer sa capacité de pénitence et d'être un roi très miséricordieux, sauf qu'il n'y a pas vraiment de pauvres en justice, notamment parce que la justice royale coûte encore cher, en tout cas ça coûte cher de l'utiliser. Exactement, donc il y a quelques aménagements qui sont faits pour essayer de permettre de réduire les frais de justice, mais c'est vraiment très dérisoire. Les enquêtes de réparation, comme je le disais, permettaient en fait de toucher le plus grand nombre, mais la sociographie que j'ai menée des déposants montre que les pauvres diables, les miséreux, les vagabonds n'ont pas eu accès aux enquêteurs royaux parce que leur fama, leur réputation n'est pas suffisante pour que deux personnes puissent venir gager leur parole en justice lors d'une enquête. Donc les plus pauvres, les pauvres économiques n'ont toujours pas accès à la justice. Un, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et deux, parce que de toute façon, leur parole ne vaut rien en droit. Et puis, il y a peut-être aussi un contresens qui est souvent fait sur Saint-Louis, qui, dans ses enseignements à son fils, dit « rend la justice autant aux pauvres qu'aux riches ». Le terme latin, c'est pauper. Et pauper, son antonyme, c'est-à-dire son contraire, ça n'est pas dives, riche, économique, mais potens, le puissant. Donc en fait, quand on parle des pauperes, on parle de tous ceux qui n'ont pas le pouvoir. Oui, c'est les derniers qui seront les premiers, c'est une conception chrétienne aussi. Exactement, donc d'une certaine manière, ce sont tous ceux qui ne bénéficient pas déjà de privilèges en justice, ce ne sont ni les milites, ceux qui donc assurent leur domination par le service des armes, ni les oratores, ceux qui prient pour le salut des autres. Donc finalement, les pauperes sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait penser, et par exemple dans les enquêtes de Saint-Louis, on voit des femmes, des veuves qui viennent se dire pauperima, extrêmement pauvre, humilis, misérable, humble, alors qu'en fait leur plainte montre qu'on est face à des seigneurs qui sont particulièrement puissantes et qui ont de nombreux castrats. Donc en fait, véritablement, c'est le régime de domination
Donc, par exemple, par essence, les femmes sont des paupéresses puisqu'elles sont faibles et qu'elles ne peuvent pas se défendre. Idem pour les orphelins. Mais les pauvres économiques, on est encore dans quelque chose qui n'est pas représenté à la cour du roi. Vous mentionnez à un moment, c'est dans la conclusion je crois, quelque chose de très intéressant, parce que là vous avez parlé des milites, des chevaliers, c'est le fait que c'est une justice, cette justice royale qui se construit au XIIIe siècle, qui semble imperméable à la tripartition des ordres médiévaux entre ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, à la structure féodo-vassalique qui est celle des rapports de vassalité. On a l'impression que c'est une justice qui fonctionne un peu indépendamment de ces catégories, en tout cas qu'il n'y a pas de superposition entre les schémas théoriques élaborés notamment par des clercs et puis le fonctionnement pratique de cette justice qui va juger plein d'affaires différentes, un peu indifféremment du statut des privilèges des personnes. Elle est obligée de respecter les privilèges acquis par les uns et par les autres. Les bourgeois peuvent avoir appel à la justice de leur ville, les clercs au fort ecclésiastique, etc., etc. Donc ça, par contre, elle n'y touche pas. Mais c'est vrai que, par exemple, on a l'affaire Geoffroy de Bruère, où c'est le frère du roi lui-même qui est sur le banc des accusés et il est jugé comme serait jugé n'importe quel sujet du royaume de France. Donc oui, il y a quand même cette idée que on est en train de forger une procédure et c'est cette procédure qui doit pouvoir s'appliquer à tous. C'est-à-dire que le règne de Louis IX, c'est aussi un règne où progressivement le procès va commencer à devenir une des voies privilégié pour rendre la justice. Il y a toutes ces formes extra-cadre du procès qui existent. Mais du coup, cette standardisation du procès, et notamment du procès pénal, fait que progressivement, on va mettre en place une procédure, et cette procédure, elle sera valable pour tous. Parmi les formes qui n'étaient pas justement la forme du procès, il y avait le duel judiciaire. Il est interdit dans les années 1250. Et c'est quelque chose qui a longtemps été lu comme une sorte de triomphe de la raison sur l'obscurantisme médiéval. Et les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Alors comment vous relisez là aussi quelque chose qui a pu être un cliché historiographique sur le règne de Saint-Louis comme un moment du grand progrès de la raison et de la justice, et donc en creux de l'État souverain moderne dans lequel les historiens du XIIe siècle pouvaient encore se reconnaître. Comment on le relie aujourd'hui, cette histoire de l'interdiction, de l'ordalie, du duel judiciaire ? Alors, on a justement beaucoup écrit que le fait que Louis IX avait promu fortement la procédure inquisitoire, donc l'enquête pour la résolution des litiges, faisait de lui un agent de la raison, une incarnation de la raison dans le monde face à la crédulité magique du monde franc. Je cite Marguerite Boulay-Sautel ici. En fait, c'est une manière de voir la raison qui est une manière très moderne. On parle de la raison cartésienne, qui n'a pas du tout lieu d'être à l'époque médiévale. Si on prend la raison comme un système de valeurs que les acteurs vont hiérarchiser, s'ils décident de mettre Dieu au sommet de leur hiérarchie, c'est tout à fait rationnel. Donc quand les médiévaux auparavant disaient que Dieu était in fine le meilleur des juges, c'était tout à fait rationnel dans leur propre système de hiérarchie des valeurs, dans leur propre échelle de rationalité. Et notamment, si on en vient à l'ordalie, c'est vraiment ce qu'on utilise quand on a épuisé toutes les autres formes de résolution des conflits qui peuvent exister, l'arbitrage, le compromis, etc. etc. Donc l'ordalie, rappelons, c'est une épreuve physique, c'est par exemple mettre sa main dans l'eau bouillante ou toucher un gant porté au rouge et du coup attendre un signe de Dieu finalement pour désigner le vrai. Exactement, donc par exemple si on prend la main dans le feu, c'est vraiment quand on se dit que la seule manière de démontrer son fait, c'est de mettre sa main dans le feu, c'est vraiment que les acteurs ont épuisé toutes les formes de compromis. Mais ça tient aussi à l'échelle de la justice qui était rendue avant justement cette période du Moyen-Âge central et qui était une justice locale, communautaire, dans laquelle tout le monde se connaissait, dans laquelle les uns et les autres pouvaient faire pression sur les différentes parties. Tout de même, tu l'as violé, tu dois rendre une partie de l'honneur à la famille. Donc en fait, ça discutait beaucoup, ça palabrait beaucoup, ça négociait beaucoup. Et si
si vraiment on arrivait à mettre la main dans le feu pour prouver qu'on n'avait pas violé la personne en question, c'est qu'on en appelait à la seule personne qui pouvait juger de manière totalement ferme et définitive, c'était Dieu. Pareil pour les rois de France au moment des batailles comme la bataille de Bouvines, qui est une véritable ordalie, c'est je vais démontrer que Dieu est de mon côté en gagnant la bataille. Mais bien entendu, c'est une justice qui est d'une certaine manière, quand on en vient par exemple au duel judiciaire, est sociologiquement très discriminante, parce que pour pouvoir organiser un duel judiciaire, il faut recourir à un champion si soi-même on n'est pas un milès, un chevalier. Donc, c'est aussi toujours ce même effort d'ouvrir la cour royale le plus largement possible en disant, regardez, l'enquête, c'est une autre technique pour démontrer son fait. Vous avez simplement à trouver 2 personnes de bonne fama, de bonne réputation pour venir soutenir vos allégations. Donc, c'est toujours ce même effort de promouvoir une justice qui serait plus accessible. Et on retrouve encore notre bon roi Saint-Louis assis sur le sol. Venez à moi, petit justiciable, que je juge vos litiges. Autrement dit, c'est pas qu'au XIIIe siècle on croit moins au surnaturel et on est devenu moins naïf par rapport à ça, c'est plutôt qu'on a besoin de techniques de gouvernement adaptées à un royaume qui s'est agrandi et à un pouvoir royal qui a des ambitions plus vastes. Exactement. Par exemple, la ville de Saint-Quentin, la population doit être multipliée par 10 en l'espace d'un siècle. Donc, bien entendu, on pouvait passer par cette justice par compromis, arbitrage dont je parlais tout à l'heure. Mais quand on se retrouve à 10 000 habitants, on a besoin de l'enquête, parce que l'enquête, c'est une procédure qui, d'une certaine manière, est toujours la même, standardisée. Donc, en fait, on peut aussi l'appliquer à des échelles géographiques qui sont beaucoup plus vastes. Alors, avec vos co-auteurs, vous cherchez aussi à réinscrire cette justice dans le cadre plus général du règne, et c'est un règne qui est aussi un règne de mise en ordre du royaume. Il y a des volets judiciaires à proprement parler, mais il y a aussi des condamnations morales, condamnation du péché, de l'excès, condamnation de l'usure, les mesures contre les juifs. Il y a l'idée finalement que la justice, c'est un pan d'une manière de gouverner qui vise à mettre en conformité le royaume avec les valeurs chrétiennes, en particulier en temps de croisade et de crainte liées à la croisade. Et donc, vous citez notamment l'interdiction des tournois. Donc, la justice, c'est un élément d'un ensemble plus vaste de ce point de vue-là. Exactement, c'est William Chester Jordan qui avait forgé cette magnifique expression pour qualifier le règne de Louis IX de redemptive governance, de gouvernement rédempteur. C'est un gouvernement qui vise à faire le salut du roi, au premier chef, et également celui de ses sujets, y compris s'ils ne sont pas véritablement partants pour cela. Parce que ce qu'on montre également, c'est que cet ordre moral qu'essaye d'instituer Louis IX, c'est un ordre moral qui est extrêmement rigoriste et sévère. Notamment au retour de la première croisade, à compter de 1254, le roi est convaincu que la défaite liée à la croisade vient de ses péchés, et vient aussi des péchés du royaume. Il y a véritablement une volonté tous azimuts de remettre en ordre et en état de grâce son royaume. Donc ça passe par une législation contre le blasphème, contre les juifs, notamment contre l'usure juive. On essaye de faire des usuriers juifs des sujets productifs. On leur interdit le commerce de l'argent et on leur recommande fortement, très fortement, de devenir des marchands. Les prostituées aussi, on ordonne qu'elles soient dans un premier temps expulsées, puis on revient à un peu plus de réalisme quand même. Comme on ne peut pas se passer de crédit dans la société médiévale, on ne peut pas se passer de prostitution. Donc Saint-Louis crée les bordeaux, les bordels, c'est-à-dire ces espaces où la prostitution est permise au bord de la ville, c'est-à-dire aux marges de la ville. Donc il y a véritablement en effet une volonté de mettre en place une justice qui ne laisse personne de côté, mais qui soit intraitable vis-à-vis des fauteurs de troubles, vis-à-vis de ceux qui brisent la paix et vis-à-vis de ceux qui brisent aussi finalement l'ordre moral, et vis-à-vis de ceux qui tout simplement pêchent et remettent en cause le salut du royaume. Alors on en vient finalement à un des éléments de conclusion les plus forts du livre, c'est la place du règne de Saint-Louis dans l'affirmation sur la longue durée d'une monarchie de plus en plus assise, puissante, importante. On a parlé de Philippe Auguste, et puis en aval, il y a Philippe le Bel, Charles V, Louis XI, etc. Le règne de Saint-Louis, vous le montrez, c'est le moment où se cristallise la définition de la souveraineté. Et en particulier dans la langue française, c'est quoi être souverain et à quel registre ça renvoie ?
Le livre, en fait, est un itinéraire auquel on convie le lecteur. C'est-à-dire qu'on part de l'image du chêne de Vincennes, qui fait croire que la souveraineté de la justice royale est organique, naturelle. C'est l'image du chêne et du trône sous le chêne. Et puis, en ayant montré comment est-ce que la justice se légitime, comment est-ce que la justice fonctionne au quotidien, on arrive à la conclusion qui est que, en fait, la souveraineté, elle n'est pas un donné, elle est un acquis. Elle est un acquis du règne, ou en tout cas, elle est un début d'acquisition de ce règne. Oui, parce que c'est le moment où le mot apparaît en français. Le mot apparaît en français, c'est-à-dire qu'en latin, on aurait parlé de superioritas, et là arrive le terme de souveraineté. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce terme est toujours en contexte judiciaire. Il désigne toujours le pouvoir de justice du roi, la cour du roi, qui est souveraine, c'est-à-dire supérieure par rapport aux autres cours de justice. Et tous les autres champs de la souveraineté royale procèdent de cette souveraineté, de cette supériorité qui à l'origine est judiciaire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le Parlement de Paris peut juger en appel, c'est-à-dire que c'est la cour qui est supérieure à toutes les autres cours. Donc ce terme apparaît, cristallise des transformations qui ont été menées tout au cours du règne, comme une forme d'immense laboratoire de souveraineté, mais bien entendu, on en est au tout début de cette construction étatique souveraine. Il ne faut pas penser qu'à la fin du règne de Louis IX, c'est acquis, la marche est encore longue. Mais en attendant, le terme apparaît pour désigner la justice et aussi parce que ça a été une des grandes croisades de Louis IX, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, que justement promouvoir cette justice et rendre justice autant que possible, autant que faire se peut, dans tous les coins du royaume. Merci beaucoup Marie Dejoux. Je rappelle le titre de votre livre avec vos co-auteurs, donc Pierre-Anne Forcadet, Vincent Martin, Liam Tuttle, La justice de Saint-Louis dans l'ombre du chêne, paru au PUF. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager pour terminer ? Si on parle de Saint-Louis, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut retourner au classique et retourner lire le Saint-Louis de Le Goff, qui est véritablement un de mes livres préférés. Voilà, et on n'oubliera pas de signaler que devrait paraître incessamment un Saint-Louis après Le Goff, auquel vous avez contribué ou que vous avez dirigé. Oui, c'est un colloque que j'avais organisé il y a 2 ans de cela, avec le Collège des Bernardins. Et l'idée, c'était de célébrer les 25 ans du Saint-Louis de Le Goff pour voir un petit peu quelle direction la recherche avait pris sur le règne de Saint-Louis depuis le Goff, et puis de mesurer aussi l'effet qu'avait eu ce Saint-Louis de Le Goff sur l'historiographie. Ouais, c'est la force des grands livres que d'être toujours relus et qu'on puisse toujours les relire et trouver des choses à la fois pour s'y confronter, pour les approfondir. Ce sera aux presses universitaires de Rennes en 2025 et Pierre-Anne Forcadet, Vincent Martin et Liam Tuttle ont bien entendu signé des articles dans ce volume, dans le chapitre qui concernera la justice. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.